question sur les élections indiennes. On est à 2 jours maintenant, oui c'est ça, 3 jours plutôt du début d'un scrutin assez hors norme vu d'Europe qui va mobiliser ou en tout cas appeler aux urnes près d'1 milliard d'électeurs pour élire donc un nouveau Parlement indien du 19 avril au 1er juin. En Inde, Narendra Modi, comme on sait, est au pouvoir depuis 2014. Il a renforcé son emprise non seulement sur son parti, le BJP, qui se confond désormais presque totalement avec sa personne, mais aussi sur la nation indienne. Alors comment le comprendre ? Quel est son programme ? Sa victoire est-elle déjà courue d'avance ? L'opposition a-t-elle une chance de créer la surprise ? Quels sont les grands thèmes de campagne, s'il y en a, et à partir de quels outils, de quelles données peut-on suivre justement cette élection ? Alors pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Jaffrelot. Vous êtes directeur de recherche aux séries à Sciences Po et au CNRS. Vous avez récemment créé un institut Asie du Sud à Sciences Po. Vous êtes l'auteur de L'Inde de Modi, National Populisme et démocratie ethnique chez Fayard en 2019 et plus récemment de Gujarat Under Modi chez Hearst, sorti je crois en mars, où vous développez la thèse du modèle gujarati de Modi dont vous nous direz peut-être un mot et qui a déjà été sélectionné par le FT dans la liste des livres de l'année. Vous coordonnez cette année avec Le Grand Continent cette série de publications grâce à laquelle on va suivre ces élections dans les pages de la revue. L'Inde de Modi dans l'année des grandes élections. Je vous invite tous à y faire un tour. Et pour avoir toutes les informations sur cette série en temps réel, le meilleur moyen est encore de s'abonner au Grand Continent. Donc je vous y invite aussi. Cette série était ouverte par un entretien un peu cadre sur lequel on reviendra peut-être. Jean-Luc Racine, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud de l'École des hautes études en sciences sociales et chercheur senior au Asia Center. Isabelle Saint-Mézard, vous êtes professeure des universités et directrice adjointe d'IFG Lab à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Et vous avez, entre autres sujets, beaucoup travaillé évidemment sur l'Inde et particulièrement sur le concept aussi d'Indo-Pacifique dans la région. Et vous êtes l'autrice récemment d'une géopolitique de l'Indo-Pacifique dans la collection géopolitique des PUF. Nous rejoindra, je comprends qu'elle est en route, Vaiju Naravan, qui est correspondante en Europe depuis 1996 pour le journal indien The Hindu et qui est aussi l'autrice d'un roman au Seuil en 2015 intitulé Transgression. Alors, peut-être pour commencer ce tour de table et cette discussion pour laquelle nous avons 1 heure, comme chaque mardi, on peut revenir sur un événement qui est passé peut-être relativement un peu inaperçu en Europe, mais qui est très important, c'est l'inauguration du temple d'Ayodhya. C'est un point de départ symbolique important pour cette campagne de Modi. Pour aller vite, Ayodhya... ville sainte de l'hindouisme, mais aussi d'autres religions. Dans cette ville était implantée une mosquée détruite par des fanatiques hindous dans les années 90. Et l'acte, en quelque sorte, inaugural de la campagne de Modi a été d'inaugurer un temple hindou sur ces lieux. C'est un acte symboliquement évidemment très fort parce que c'était un cheval de bataille des nationalistes hindous depuis longtemps, combat qui avait été mené d'ailleurs à l'époque par Lal Krishna Advani, le leader à l'époque du BJP, comme un acte presque de mythe des origines, de naissance ou de renaissance du parti à ce moment-là. Alors, on voit tout de suite que par cet acte-là, la dimension à la fois nationaliste, ethnique et la dimension électorale, ce temple de l'élection, sont intimement liés. Donc j'ai envie de commencer par vous, Christophe Jaffrelot, en vous posant cette question et en repartant peut-être de votre concept de démocratie ethnique. On a longtemps parlé de l'Inde comme la plus grande démocratie du monde. Modi l'a considérablement transformé depuis 2014. Pourquoi est-ce qu'il est important de suivre et d'analyser des élections dans une démocratie ethnique, comme vous dites, menée par quelqu'un comme Narendra Modi, et avec quels outils, à la fois conceptuels et statistiques, si on peut dire, est-ce qu'on peut la suivre ? À suivre des élections comme celle-ci, c'est important parce que le populiste, le national-populiste, quel qu'il soit, prend le risque de l'élection. À la différence de Poutine ou de Xi Jinping, Erdogan, Netanyahou, Bolsonaro, Orban, la longue liste pourrait continuer, prennent le risque de l'élection. Bien sûr, un risque calculé. On fait en sorte que la couverture médiatique soit assez monochrome, que les ressources financières des opposants soient
bien inférieure à celle du parti au pouvoir, mais il faut, pour ces gens, avoir la légitimité que seul un mandat populaire donne. Et donc, il y a toujours un risque. C'est pour ça que je dis qu'ils prennent le risque de l'élection, de ne pas atteindre ces objectifs. Cette année, c'est particulièrement vrai dans la mesure où l'objectif non déclaré, mais maintenant très largement connu, c'est d'atteindre les 400 sièges pour le BJP, de manière à ce qu'il soit en mesure de réviser, de transformer la constitution indienne. C'est la barre qu'ils veulent franchir. Ne pas y atteindre, ne pas l'atteindre, cette barre sera vécue comme un échec. Et vous avez commencé par évoquer l'inauguration du temple d'Ayodhya le 22 janvier dernier. Il s'inscrit bien, ce moment, dans cette perspective. L'objectif étant de mobiliser la communauté hindoue, rappelons-le, 80% de la population, derrière son chef. Et là, on a vu Modi endosser de nouveaux habits. Il a, vous savez, l'habitude de changer de vêtements à chaque fois qu'il change d'état, le langage du corps ayant évidemment beaucoup à voir avec son propre discours. Là, il a endossé les habits du grand prêtre de l'hindouisme, chose qu'il n'avait pas encore fait. On l'avait vu méditer dans une grotte, on l'avait vu immergé dans le Gange en prière. On ne l'avait pas encore vu avec les habits et le discours du grand prêtre qui inaugure ce haut lieu de l'hindouisme. Cela suffira-t-il à passer la barre des 400 sièges? Alors vous posez la question, et je termine rapidement là-dessus, de l'outil statistique qui nous permet de prévoir le résultat. Il est assez ténu, l'outil statistique indien. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas tellement se fier aux sondages d'opinion. Les seuls qui soient fiables, si jamais vous voulez creuser la question, c'est ceux que l'OCNITI, le CSDS, le Center for the Study of Developing Societies à Delhi, a mis au point. Mais on n'en est pas encore à avoir un vrai baromètre qui nous permette d'anticiper le résultat. Alors justement, est-ce que ce sondage a commencé un peu à sortir? J'ai vu que vous en parliez juste avant, c'est pour ça que je vous relance sur... Oui, vous avez eu une première vague qui n'est pas énoncée en termes d'intention de vote, mais en termes de quels sont les grands problèmes, quel est le bilan de ce gouvernement, quelle est la popularité de Modi et des autres candidats. En gros, Modi continue à rallier 40% de l'opinion. C'est très près de ce qu'il avait fait en 2019. Le BJP avait gagné 37% des voix. Rahul Gandhi a progressé et est maintenant à 27% d'opinion favorable. En déduire un résultat électoral est juste impossible parce que tout va dépendre de l'unité de l'opposition en question. Y a-t-il un seul candidat de l'opposition contre le candidat du BJP? Enfin, le nombre de variables qu'il faudrait mettre dans la machine pour réussir à avoir un résultat est encore très grand. Merci beaucoup. Isabelle Saint-Mézard, on perçoit ici en Europe, et particulièrement, je dirais, depuis le dernier sommet des BRICS, où on a vu l'Inde effectivement très active diplomatiquement, l'Inde comme un peu la puissance que tout le monde convoite, que tout le monde se dispute. Il y a dans le dernier volume papier du Grand Continent un papier de chercheurs indiens, d'ailleurs basé aux États-Unis, à Pratim Sae, qui a cette formule, c'est ceux qui choisissent de ne pas choisir, et en quelque sorte, l'Inde, sur un certain nombre de sujets, c'est mis dans cette position et en même temps est devenu un pays avec lequel on veut être partenaire. Modi est reçu par Emmanuel Macron lors du dernier 14 juillet, par exemple. Comment est-ce que vous diriez que Modi articule cette dimension internationale avec la période électorale actuelle? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il le met à profit? Est-ce que l'opposition a elle aussi, a un discours construit là-dessus, un programme peut-être concurrent par rapport à celui de Modi? Oui, merci pour cette question qui effectivement est assez intéressante parce que ce que l'on voit dans ces élections, c'est une place assez importante qui est réservée aux questions de politique étrangère, de rapport de l'Inde au monde, ou plutôt même de rapport du monde à l'Inde. On ne sait pas trop dans quel sens ça va. Mais quoi qu'il en soit,
je me suis amusée, entre guillemets, hein, je mets ça vraiment entre guillemets, à regarder les grands points des discours que font les principaux dirigeants du BJP, donc Modi, Rajnath Singh, ministre de la Défense, Nadal, le président du BJP, et Amit Shah, le ministre de l'Intérieur. Et en fait, très souvent, pratiquement systématiquement, il va y avoir un passage réservé à la politique étrangère. Alors, toujours dans deux perspectives. L'une est classique. C'est Modi a rendu l'Inde protégée, a sécurisé l'Inde. Je dis classique parce que le BJP a de longue date une vision, une obsession sécuritaire, donc c'est pas très nouveau, mais là c'est complètement ramené à Modi, protecteur de la nation. Et alors ce qui me frappe assez, c'est que je crois que le point le plus systématique dans le discours des dirigeants du BJP à l'heure actuelle, c'est le retour aux frappes de 2019 contre le Pakistan. On le trouve pratiquement dans tous les discours et c'est la preuve, selon eux, selon laquelle c'est bien d'avoir un gouvernement musclé, ferme dans ses décisions, et c'est comme ça qu'on protège bien les Indiens. Et il y a même cette idée que ça y est, le Pakistan est enfin remis à sa place et a peur de l'Inde. Et on voit même des discours qui sont assez humiliants à l'égard du Pakistan. J'ai lu quelques phrase de Yogi Adityanath qui a des termes, s'il compte malgré tout, assez humiliants sur le Pakistan. Bref, c'est assez étonnant de voir quand même que cette obsession pakistanaise reste là. Sur la Chine, c'est une toute autre histoire, et ça, c'est assez intéressant. Autant on fait les fiers à bras face au Pakistan, autant face à la Chine, déjà il y a un flottement. Quelqu'un comme Rajnath Singh, qui est ministre de la Défense, va quand même dire « nous, on défend la frontière face à la Chine, on s'assure que la population reste en place, etc. » Modi, lui, a accordé une interview, entre guillemets, à Newsweek, et s'est montré étonnamment... comment dirais-je, consensuel, ou en tout cas a eu des mots très pacifiques vis-à-vis de la Chine en disant, voilà, c'est vrai qu'on ne s'entend pas, mais il faudrait vraiment arriver à trouver une solution au gros point de tension qui perdure depuis les accrochages meurtriers de 2020. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le Congrès s'est saisi de cette question. Quelle est la question exactement ? La question, c'est qu'en fait, en 2020, il y a eu des accrochages meurtriers et le gouvernement Modi s'est montré très langue de bois sur ces accrochages en disant que les Indiens avaient défendu ce qu'ils estiment être leur côté de la frontière. Il y a eu des fuites qui ont montré qu'en fait, non. L'Inde a perdu accès à des territoires. Ce que le BJP, qui précisément s'érige en défenseur de la nation, ne peut politiquement pas reconnaître. Donc le Congrès se saisit de cette question, l'a mis dans son propre programme électoral, qu'il faut résoudre cette question avec la Chine, qu'il faut revenir au statu quo d'avant 2020. Voilà, et donc sur la Chine, on voit que le BJP est quand même autrement moins à l'aise. Dernier point, qui revient à votre question, la grandeur de l'Inde, les rêves de grandeur. C'est étonnant comme c'est présent dans les discours des leaders du BJP. Clairement, c'est grâce à Modi que l'Inde est devenue la 5e puissance économique mondiale. Il faut voter une 3e fois pour lui pour qu'elle devienne la 3e puissance mondiale. Et puis surtout, Modi a donné une stature, un nouveau poids diplomatique à l'Inde. Donc on voit bien
à quel point l'activité diplomatique de Modi, ses accolades avec les grands de ce monde, sont recyclées dans le discours politique pour étayer cette idée que oui, c'est bien Modi qui incarne la grandeur de l'Inde. Ces rêves de grandeur, ça irrigue véritablement le discours. Et on voit très bien des leaders dire bah voilà, tout le monde prend l'Inde au sérieux maintenant. Il y avait même un discours qui disait bon, la victoire de Modi est acquise, et là on a tous les leaders du monde entier qui commencent à prendre rendez-vous, à bloquer des dates dans le calendrier pour avoir leur entretien avec Modi. Donc on voit vraiment que c'est devenu un aspect constitutif de ce qui est la projection de Modi comme une sorte de demi-dieu, en tout cas l'homme qui a fait de l'Inde le grand pays qu'elle aspire être. Merci beaucoup. À vous écouter, effectivement, on a, alors hormis effectivement cet élément de grandeur qui vient un peu étayer toute la mythologie et le self-fashioning, on pourrait dire, autour de la personne de Modi, on a quand même l'impression, et vous évoquiez 2019 et les tensions avec le Pakistan, qui là, pour le coup, était au cœur de était un thème de campagne mobilisé. On a l'impression qu'au fond, pour cette campagne, et c'est pour ça qu'on parlait d'Ayodhya au début, c'est vraiment l'élément structurant est vraiment l'élément ethno-nationaliste et nationalisme hindou. Jean-Luc Racine, est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur cet élément et sur comment il structure finalement aujourd'hui l'affrontement politique, si on peut parler d'affrontement, ou en tout cas la situation politique et ce que représente en fait le programme un petit peu politique de Narendra Modi autour de ce pari. Alors je crois qu'on peut parler d'affrontement, parce que justement ce qui caractérise la vie politique indienne, c'est la vigueur des affrontements entre le pouvoir et l'opposition. Pour ce qui est du rôle qu'on peut attribuer à Ayodhya en tant que symbole de l'Inde pour les hindous, ce qui est frappant dans le programme du BJP, qui est sorti il y a très peu de temps, avant-hier, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de Modi. Je me suis amusé à comparer les deux programmes. Celui du BJP fait 76 pages et a quelque chose comme 57 photos de Modi. Celui du Congrès fait 47 pages avec 4 photos de Rahul Gandhi. Donc on n'est pas tout à fait dans le même degré de culte de la personnalité. Mais au-delà de ça, ce qui m'a frappé justement dans le programme, c'est qu'on a l'impression que le BJP a finalement lu les enquêtes de Lockniti. C'est-à-dire qu'on parle certes de politique étrangère, en rappelant que l'Inde est non seulement le gourou du monde, la mère des démocraties, mais aussi l'ami du monde. Ça, c'est le nouveau thème qui a été mis en avant aussi pendant la présidence indienne du G20, qui donnait une assez bonne illustration aussi de la centralité du personnage, que ce soit l'inauguration d'Ayodhya, la conduite de la présidence indienne, les élections, c'est toujours Modi, 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 Modi et Modi. D'ailleurs, on prend la couverture du programme, c'est Modi. Le programme, c'est quoi? Ce sont les garanties de Modi pour l'avenir du peuple indien. Donc il y a tout un long catalogue. Pour ce qui est de l'hindutva, de la mise en avant donc, de l'hindouité, là, le travail a déjà été fait, en quelque sorte. Et ça me paraît justement très significatif que l'essentiel du programme électoral, donc qui est tout répandu, si j'ose dire, a l'air de tenir ça pour acquis. Et l'essentiel, c'est le catalogue, alors pour les pêcheurs, pour les agriculteurs, pour les femmes, pour les jeunes, pour les vieux. Bon, c'est un très long catalogue, avec donc ce volet affaires étrangères,
la place de l'Inde dans le monde. L'Inde sera un pays développé en 2047 pour le centenaire de l'indépendance. Pourquoi ? Parce qu'à partir du 75e anniversaire de l'indépendance indienne, qui était l'année dernière, nous sommes entrés dans ce que le concept sanskrit d'Amritkal met en avant, c'est-à-dire dans les temps auspicieux. Donc ça y est, l'Inde est entrée dans les temps auspicieux qui vont mener à l'accomplissement de son destin pour son centenaire. Mais pour ça, il y a besoin d'un gouvernement fort parce que le monde est troublé. Donc, dans le programme tel qu'il est, et c'est pour ça que j'insiste, quitte à ne pas répondre directement à votre question, on a vraiment l'impression que l'affichage hindouité est tenu pour acquis. Or, la question, à mon sens, est de savoir qu'est-ce qui se passe en cas de victoire selon les modalités de la victoire, c'est-à-dire en fonction du résultat des élections. Et là, donc, il y a plusieurs hypothèses qui font l'objet d'ailleurs des critiques de l'opposition, qui dit vouloir défendre la justice sociale, la démocratie et la Constitution. Est-ce que, en cas de victoire, le BJP changerait la Constitution ? Modi a dit non. Alors, on peut imaginer, par exemple, qu'il fasse juste le service minimum, mais qui serait hautement symbolique, c'est-à-dire de retirer de la Constitution, ce sera un amendement porteur, mais qui toucherait sur deux mots, les deux mots qui avaient été rajoutés sous Indira Gandhi dans le préambule de la Constitution, qui rajoutaient comme socialiste, bon, l'un n'a pas jamais été vraiment socialiste, mais enfin socialiste et séculariste. Donc on pourrait imaginer une réforme à minima où on retirait cela en disant mais nous on est fidèles à la constitution d'Ambedkar puisqu'on cultive les Dalits et on a mis la main sur... On met Nehru à la poubelle, on met la main sur Gandhi et on met la main sur Ambedkar, donc le leader du mouvement intouchable, bien qu'Ambedkar se soit soustrait à l'hindouisme pour devenir bouddhiste. En réalité, la vraie question est de savoir est-ce que le parti voudrait aller plus loin en faisant vraiment ce qu'on appelle l'Hindu-Rashtra, c'est-à-dire un État hindou. Et à ce moment-là, il faut une vraie révision de la Constitution, d'où l'importance d'avoir une très solide majorité au Parlement, mais avec ce point d'interrogation, et ça va m'amener à une deuxième remarque, une révision solide de la Constitution se heurte à deux obstacles, en supposant qu'il y ait la majorité au Parlement. Un, il faudra que la révision soit acceptée par la moitié des États indiens, chose qu'on oublie souvent. Et deux, il faudra que la Cour suprême considère qu'on n'a pas touché aux principes fondateurs de la Constitution indienne. Pour essayer de résoudre la première question, c'est-à-dire s'assurer que les États indiens en majorité voteront pour, là on sort la deuxième arme possible en cas de victoire, c'est-à-dire la modification de la carte électorale. Encore une fois, parce que ce sont des vrais pros, en invoquant un principe qui peut sembler légitime, à savoir, vous voyez bien, la population indienne dans l'Inde du Sud croît nettement moins vite que celle dans l'Inde du Nord, donc rétablissons la justice en faisant en sorte de redistribuer le nombre de sièges en fonction de la population. Si c'est le cas, ça va favoriser le cœur de l'électorat du BJP dans les 4 ou 5 grands États de l'Inde du Nord, dont l'Uttar Pradesh, 220 millions d'habitants à lui tout seul. Et à ce moment-là, on aurait en main d'autres éléments pour pouvoir éventuellement s'assurer de cette hypothétique modification de la Constitution. Et ça s'inscrit, et j'en termine,
avec le travail de fond mené depuis des années par le biais des gouverneurs, donc qui sont des espèces de super-préfets dans les États de l'Union indienne, qui cherchent à affaiblir le fédéralisme au bénéfice d'un pouvoir central fort, avec toujours ce sens de la formule, ça marche mieux quand on a un double moteur, c'est-à-dire quand on a en fait le même parti au pouvoir, au gouvernement central, et dans les États. Ça, c'est un des arguments quand il y a des élections dans les États, ce qui est arrivé chaque année. Sauf que on pense maintenant, et ça sera probablement une réforme s'il y a une troisième victoire, au nom du principe One Nation, One Election, à faire ensemble dans un pays d'1,4 milliard d'habitants des élections simultanées entre les élections législatives nationales et les élections dans les États. Ça me paraît absolument infaisable. Mais je m'arrête sur ce point d'interrogation. Merci beaucoup. Vaiju Naravan, du coup, qui nous a rejoint. Alors, on a entendu effectivement différentes perspectives et j'aurais envie de vous demander, simplement, vous qui suivez effectivement la situation au jour le jour, quels sont les éléments les plus frappants que vous retenez pour l'instant de cette campagne, de ce moment électoral? D'abord, est-ce qu'on peut parler de campagne, d'affrontement justement politique? Est-ce que vous partagez ce constat? Et puis, en quoi est-ce qu'elle diffère des précédentes, peut-être? Quels sont les éléments, les traits distinctifs un petit peu de cette élection de 2024? Deux choses. D'abord, je trouve que le BJP affiche une espèce de super confiance. Il parle de toucher 400 sièges sur 545 et il y a, je fais référence à ce que Jean-Luc vient de dire à propos du changement de la Constitution. Souvent, la tactique de la BJP, c'est de faire chuchoter les gens d'en bas et puis ça devient une espèce de crescendo. Et les leaders disent non, non, c'est pas nous qui avons parlé de ça, c'est une demande populaire qui est surgie. On avait fait ça aussi à propos du temple et finalement ils ont dit oui voilà, on va faire le temple sur demande populaire et là il y a un mouvement, un espèce de grassroots movement qui dit 400 sièges pour changer la Constitution. Donc c'est craché. Et c'est craché par les cadres du parti, pas forcément par les leaders. Quelle est la teneur de cette campagne? C'est plein de haine, c'est plein de mépris pour l'opposition. Quand même, le débat frôle très très bas. Avant, on avait quand même l'habitude d'entendre des discours, mais pas des discours qui étaient rien que de mépris pour l'autre et de la diminution de l'autre, les insultes. Alors, on peut beau avoir un soi-disant ideal code of conduct, mais on a bien vu que la commission électorale qui a été nommée pour effectivement contrôler les excès et la haine et la parole haineuse ne joue pas son rôle. Je crois que, mais à la fois, quand je dis que le BJP affiche une espèce de confiance, une super confiance, j'entends des gens qui regardent et qui guettent cette campagne de très très près. Et ils disent quand même que la décision de la Cour suprême de déclarer comme anticonstitutionnel ce programme de vendre les bons électoraux pour recevoir le financement des partis, ça a quand même secoué le BJP. Et secoué le BJP parce que ça atteint des couches qui ont soutenu le BJP, surtout tous les gens qui font partie de nouvelles technologies en Inde, le Silicon Valley à Bangalore. Par exemple, dans les dernières élections, il avait gagné beaucoup de voix à Bangalore. Et ce sont ces gens-là qui ont toujours dit on déteste la corruption. Et Modi a toujours fait campagne en disant que nous, on n'est pas corrompus. Mais là,
le fait qu'ils ont touché plus que 47% de tout l'argent qui a été collecté avec la vente de ces bons électoraux démontre quand même, et la décision de la Cour suprême de retourner et mettre fin à cette chose, obliger des banques à publier les noms des personnes qui ont donné de l'argent et qui ont reçu des choses clairement en retour, qui ont reçu des contrats du gouvernement, même si les donateurs souvent se cachaient derrière des shell companies ou des fausses identités, quand même, ça c'est su. Et là, vraiment, on découvre la face cachée de la BJP qui est aussi corrompue que les autres. Et là, je trouve que la BJP est quand même un peu paniquée. En plus, si on fait le calcul de sièges, mon idée personnelle, c'est qu'ils ne vont pas arriver à 400. Et je me demande si le BJP lui-même arrivera à 272, qui est le chiffre nécessaire pour avoir une majorité. Donc, il parle de 372 actuellement, mais je pense que dans le Sud, ils vont perdre beaucoup de voix, mais aussi le fait qu'ils ont mis les fermiers au dos. Donc, ils ont perdu l'État de Punjab et de Haryana, plus ou moins. Ils ont mis les ministres en chef comme Arvind Kejriwal, qui était quand même très populaire, derrière les barreaux. Et là, il y a une certaine partie de la population qui dit non, peut-être ils sont allés trop loin. Ils n'avaient pas vraiment besoin de faire ces choses. Et peut-être que ça va retourner un petit peu contre eux. En ce qui concerne l'opposition, vraiment, Rahul Gandhi fait ce qu'il peut, mais d'abord, ils n'ont pas de l'argent, absolument pas, tous leurs comptes sont gelés. Et puis, les autres partis régionaux, ils font leur campagne dans leur région, mais qui n'ont pas vraiment un impact au niveau national. Les deux seuls partis qui ont vraiment un impact au niveau national sont le Congrès d'un côté et le BJP de l'autre. Merci beaucoup. Justement, c'est la question que j'allais poser successivement à Christophe Jaffrelot, qui est un peu celle de l'opposition, puisque vous avez montré, Vaidjou, finalement les points un peu de faiblesse de Modi et du parti pour une élection qu'on dit ou qu'on voit comme courue d'avance. Là où en fait il y a peut-être quand même une marge sur si victoire il y a, quelle victoire ça sera. C'est pas exactement la même chose d'avoir 400 sièges ou de ne pas les avoir. Alors justement, Christophe Jaffrelot, pourquoi est-ce que cette opposition semble ne pas décoller ou ne pas décoller assez? Est-ce qu'il y a des facteurs au-delà du système mis en place par Modi, des facteurs internes? Est-ce que vous pourriez revenir peut-être là-dessus? Les deux, effectivement, sont à prendre en compte, facteur interne, facteur externe. Quand même, commençons par les facteurs externes. C'est l'élection la moins démocratique depuis que l'Inde vote. Il n'y a aucun doute sur le fait que depuis 1951, les campagnes électorales qui s'étaient succédées, tous les 5 ans au moins, avaient, d'une manière ou d'une autre, permis une compétition relativement équitable. Là, pour la première fois de l'histoire de l'Inde indépendante, vous avez des leaders politiques de premier plan qui sont arrêtés, emprisonnés. Jamais on n'avait vu ça encore. C'est la première fois dans l'histoire de l'Inde qu'un chef de gouvernement en exercice est mis derrière les barreaux, après que son ministre principal y soit depuis déjà plus d'1 an. On met aussi derrière les barreaux un chef de gouvernement, celui de Jharkhand, qui du coup démissionne et passe la main. Kejriwal, lui, ne veut pas passer la main, mais il va sans doute devoir le faire parce qu'il est empêché depuis la prison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'Inde que le principal parti d'opposition voit ses comptes bancaires gelés. Comment voulez-vous faire une campagne électorale digne de ce nom quand vous n'avez plus d'accès au crédit
qu'il vous faut pour payer vos cadres, pour tout simplement voyager à travers le pays. Les prisonniers politiques d'un côté, les opposants empêchés de l'autre, de quelle démocratie parle-t-on ? Il y a des pays moins lointains où être dans cette situation aurait immédiatement eu pour effet de changer la vision que nous avons de l'Inde. L'Occident continue à regarder l'Inde comme la plus grande démocratie du monde, le répète à l'envi, et ceci parce qu'il en a soi-disant besoin face à la Chine. Alors maintenant, oui, il y a des facteurs internes, il y a des faiblesses internes. Il se passe en Inde ce qui s'est passé, on reprend la liste de tout à l'heure, en Hongrie, en Pologne, en Israël, en Turquie. Il y a un moment, au bout de 5, 10, 15 ans, où les opposants se rendent compte que pour réussir à sauver leur peau, il faut qu'ils serrent les rangs. Donc l'opposition indienne serre les rangs. Elle l'a fait avec beaucoup de réticence, évidemment, parce que chacun veut pouvoir avoir ses élus. Donc fusionner, faire une alliance électorale, c'est renoncer à des candidats. Par définition, l'alliance n'a de sens que si vous présentez un candidat unique de l'opposition contre le candidat du BJP. Donc vous renoncez à présenter vos propres candidats. Toutes les coalitions le savent, dans les systèmes à majorité, dans les systèmes électoraux majoritaires. La France est passée par là, c'est pire encore en Inde, le système électoral est à un tour. Alors, si vous avez les triangulaires, si vous avez 2 représentants de l'opposition face à celui du BJP, ils remportent l'élection avec 34% des voix. Bon. C'est ça qu'on ne sait pas encore. En Inde, vous pouvez retirer vos candidats au dernier moment. Et ce que l'on ne sait pas, et ce sera une variable décisive, c'est quel est le degré de l'unité de l'opposition qui va permettre d'éviter les triangulaires, et a fortiori les quadrangulaires. Il y a 28 partis environ qui sont en lice derrière ce nouveau nom, India, qui est un acronyme. Là, il y a une véritable inconnue. Ce qui est certain, c'est que on est tout de même dans une situation différente de 2019, du fait de cette unité, du fait quand même d'une partition entre le Nord et le Sud qui est de plus en plus prononcée. Et les partis du Sud, enfin les États du Sud ne sont plus gouvernés, aucun d'entre eux, par le BJP. Ce n'est pas un hasard. Comme on l'a dit déjà, des États comme l'Haryana et le Pendjab se sont aliénés, ou plutôt le BJP se les sont aliénés. Donc, si vraiment il atteint les 400 sièges, ce sera principalement grâce à un carton plein dans le nord et l'ouest. Ce qui n'augure pas bien du lendemain, parce que dès lors qu'on va redéfinir les circonscriptions électorales pour encore renforcer le poids du Nord et de l'Ouest, on va encore creuser le fossé avec le Sud, dont il ne faut surtout pas oublier que c'est lui qui est le plus éduqué, le plus riche, le plus développé au sens des indices de développement humain, et qu'il ne veut plus payer pour le Nord. Et là, on retrouve un schéma classique, nord-sud, généralement c'est inversé, c'est le sud qui est financé par le nord, là c'est le sud qui finance le nord, mais c'est des facteurs de tension géographique, mais on peut dire géopolitique, qui sans doute vont déjà se manifester là. Jusqu'où est-ce que Modi va réussir à rallier des électeurs du sud ? Ça, c'est une question vraiment importante, car il a réussi à diviser le pays en termes de communautés religieuses, il est en train de le diviser en termes géographiques. Il fait vraiment ce que tous ses prédécesseurs avaient essayé de ne pas faire, sauf Indira Gandhi qui ressemble beaucoup à Modi ou vice-versa de ce point de vue-là. L'unité du pays est véritablement mise à mal et au niveau géographique, c'est une des variables, enfin un des résultats qu'il faudra scruter. Est-ce que le BJP mord sur le Sud avec Modi dès lors qu'il ne mord plus sur le Sud sans Modi ? Merci beaucoup. Vous avez commencé à évoquer aussi un peu le jour d'après. Isabelle Saint-Mézard, sur ce jour d'après, justement, vous évoquez, Christophe Jaffrelot, un peu le paradoxe qui fait que, ou pas de paradoxe d'ailleurs, mais que finalement l'Inde est encore perçue très largement comme la plus grande démocratie du monde, voilà cette expression. Est-ce que selon vous, cette élection présente pour Modi le risque que ce paradigme change ? Qu'est-ce qui pourrait être à cet égard un point de bascule
pour, on peut dire, voilà, l'Europe, les États-Unis et un certain nombre de partenaires aujourd'hui de l'Inde. Quand vous dites l'Inde est encore perçue comme une démocratie, peut-être que je reformulerai. Je pense que l'on veut bien encore percevoir l'Inde comme une démocratie parce que ça nous arrange. Je pense sur le fond que les dirigeants, en premier lieu aux États-Unis, mais aussi en Europe, sont parfaitement informés, ils ont tous les moyens de l'être, en tout état de cause, de ce qui se passe en Inde. Mais jusqu'à présent, ils font le choix que, bon, c'est pas si grave que ça, ou en tout cas, ça reste une démocratie électorale. Alors, néanmoins, on a vu, là, dans cette période préélectorale, on a vu les Nations Unies, les États-Unis et l'Allemagne faire des commentaires appelant, surtout suite à l'arrestation de Kejriwal, qui a quand même beaucoup choqué, qui est un élément, quand vous parlez de point de bascule, peut-être que rétrospectivement, on pourra se poser la question de ces points de bascule, mais il semble que cette arrestation d'un dirigeant politique très en vue, très médiatisé par ailleurs, avec beaucoup d'images, ça a quand même pas mal perturbé. Et puis ça envoie des signaux, là, pour le coup, qui font un petit peu changer le gradient de ce qu'on appelle une démocratie. Et donc, suite à ça, ces trois... Alors, les Nations Unies, encore une fois, l'Allemagne et les États-Unis ont donc dit qu'ils espéraient que le gouvernement Modi et l'Inde seraient en mesure de tenir des élections dans des conditions de transparence et d'équitabilité dignes d'une démocratie. Ce à quoi le gouvernement indien, essentiellement par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a répondu qu'ils sont fichés, qu'on n'avait pas du tout de leçons à recevoir, puisque somme toute, on est la mère des démocraties. Donc c'est quand même pas à nous qu'on va dire comment on s'y prend pour faire des élections en bonne et due forme. Alors, pourquoi je mentionne la réaction indienne? Parce qu'elle est devenue assez symptomatique. Bon, les Indiens ont toujours été extrêmement à cheval, il est vrai, sur tout ce qui peut ressembler à des commentaires de la part de leurs partenaires étrangers sur la situation intérieure, mais là, ça devient impossible. Dès qu'il y a un commentaire, y compris venant des partenaires les plus proches, comme les États-Unis ou l'Allemagne, eh bien, c'est en retour, quand même, on sort la massue, et puis Jay Shankar est quand même assez champion en la matière, en disant hors de question que qu'on subisse des commentaires. Et puis il y a toujours derrière cette réaction viscérale, cette idée que on a été colonisé, c'est une réaction post-coloniale, c'est-à-dire on ne va pas nous dire encore qu'est-ce qu'il faut faire, on n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Donc il y a une sorte comme ça de propos aussi très amers dans le contenu qui nous met en retour assez mal à l'aise et in fine le dialogue est bloqué. Donc le point de bascule, on ne sait pas encore, mais on sent bien qu'il y a des flottements. Il faudra néanmoins, je pense que le BJP aille assez loin pour qu'il y ait vraiment un changement de cap, notamment en France, disons-le, puisqu'en France, nous ne disons rien. Mais vraiment rien. Donc... voilà, je pense qu'il faudrait... Alors, un changement de la Constitution, là, quand même, ça commencerait à être un petit peu embêtant et difficile de faire semblant que rien ne se passe et que ça reste un grand partenaire démocratique. Je pense qu'il faudra regarder un indicateur. À mon sens, ça sera encore les discours. Et parce que les discours, c'est quand même très important, notamment sur ce concept d'Indo-Pacifique. Et ce qui donne sens à l'Indo-Pacifique, c'est l'idée de grands réseaux et de grandes coalitions des démocraties
de l'Asie. Est-ce qu'à un moment, cette notion de valeur démocratique partagée va être un petit peu atténuée? Non pas qu'on va arrêter tout partenariat avec l'Inde est trop importante, mais ne serait-ce que peut-être reconnaître que ces valeurs démocratiques partagées, c'est pas si évident que ça, ou en tout cas qu'on ne leur donne pas exactement le même sens. Voilà, je pense que c'est là que sont les enjeux. Merci beaucoup. Et Jean-Luc Racine, justement, pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Isabelle Saint-Mézard, qui a aussi évoqué le terme de post-colonial dans la réponse et dans la réaction de Jai Shankar, en l'occurrence, et d'autres, mais ça pose aussi un peu la question, finalement, de l'articulation, en quelque sorte, entre la scène interne, et en l'occurrence basée sur la dimension, enfin l'hindouité, et voilà, cette dimension nationaliste, et l'Inde qui veut se présenter comme le partenaire idéal, voilà, pour toutes les puissances globales qui veulent bien faire des affaires ou de la politique sectoriellement avec elles. Comment est-ce que vous comprenez cette articulation depuis le début des mandats de Modi, et quelle perspective vous lui donneriez? C'est une question essentielle en quelque sorte, parce que le fondement de la pensée de l'Hindutva, de l'idéologie donc du mouvement nationaliste hindou, c'est de dire que la grandeur de l'Inde au fil de l'histoire a été victime des ingérences étrangères, a commencé par Mahmoud de Ghazni au XIe siècle et s'est terminé après les Moghols par les Britanniques. Donc là, c'est pour ça que ce discours post-colonial, anticolonial, intègre aussi bien les Britanniques que les musulmans qui sont vus comme étant des étrangers, alors qu'évidemment, la majorité des musulmans indiens, ce sont des gens qui ont été convertis sur l'Inde même. Donc ça, c'est une première remarque. La seconde, c'est que précisément cette articulation entre le passé védique, le passé des épopées, le Mahabharata, le Ramayana, etc., c'est ça qui fournit le socle du discours pour dire nous portons des valeurs humanistes. Nous avons inventé la démocratie, nous portons des valeurs humanistes. Ça a été le discours récurrent de Modi et de Jai Shankar, le ministre des Affaires étrangères, lors de la présidence du G20 donc en 2023, avec une nuance à apporter par rapport à votre formulation. Il ne s'agit pas simplement de se positionner comme étant un partenaire qui va être de plus en plus incontournable vis-à-vis des grandes puissances. Il s'agit de dire aussi qu'on travaille pour l'humanité, et l'humanité, c'est d'abord le Sud global, qui eux-mêmes sont victimes à la fois du colonialisme d'antan et du néocolonialisme. Il y a des récurrences du discours pour dire « Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid ». Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Qui est-ce qui a inventé les vaccins au départ? C'était les Occidentaux. En ont-ils donné beaucoup à travers le monde? Ils en ont donné moins que nous. Donc, l'articulation idéologique, donc ancrée dans un passé millénaire, d'ailleurs un passé évidemment, une histoire réécrite, et on ne compte pas en 3000 ans, c'est 5000 ans, voire 6000 ans. La modernité et la modernité à construire dans l'avenir des prochaines décennies, pour mener donc à l'apothéose de 2047, c'est de jouer à la fois sur nous sommes une puissance montante, nous deviendrons un pays développé, et en même temps nous définissons notre propre ligne. Et là, bon, l'Inde, avant Modi et pendant Modi, récuse tout alignement. Le concept qu'on a mis à la mode de multi-alignement, c'est un oxymore ridicule. Par définition, si on est multi-aligné, on n'est pas aligné. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais pourquoi ce concept a pris un peu corps? Parce qu'on ne pouvait plus utiliser non-alignement, parce que ça, c'est Nehru.
On ne pouvait plus utiliser autonomie stratégique parce que ça, c'était les 10 années 2004-2014 du gouvernement du Congrès. Mais ce que je veux souligner, c'est que justement, le discours récurrent repose en quelque sorte sur un trépied. Nous devenons une puissance et les puissances nous reconnaissent, mais en même temps, nous portons la voix des opprimés, la voix des pays du Sud, et nous avons, le troisième pied du trépied, si j'ose dire, nous avons des valeurs qui en réalité sont des valeurs universelles. Donc on n'a pas de leçon à recevoir de quiconque. Après tout, si on est le Vishva Guru, si on est le gourou du monde, ben c'est plutôt nous qui définissons des principes qui sont bons pour l'humanité. Et ce discours de « nous travaillons pour l'humanité », c'est un discours récurrent qu'on a entendu 1000 fois pendant le G20. Merci beaucoup. Vaiju Naravan, peut-être pour un peu une approche plus... pour prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce qu'on se dit, on a la chance d'être ce soir avec des personnes très informées et très au fait de ce qui se passe en Inde, mais comme on l'a dit à plusieurs reprises, on a parfois du mal, vu d'ici, à comprendre en profondeur ces dynamiques. Vous qui êtes correspondante d'un journal indien précisément, qu'est-ce que vous diriez de l'état du débat public ? Est-ce que le terme de débat public peut être... est pertinent, est-ce qu'on peut l'utiliser ? Et de manière générale, oui, de la controverse d'opinion, d'idées intellectuelles en Inde, et particulièrement évidemment en cette année 2024 et cette campagne. Vous savez, il y avait une époque où le Parlement indien était vraiment un lieu où le débat public se tenait. On avait des grands parlementaires comme Pai, beaucoup d'autres qui étaient connus, Asaf Ali, d'autres, même le mari de Madame Gandhi, qui était un parlementaire, Firoz Gandhi. Par la suite, même sous Manmohan Singh, qui était amène à parler avec les journalistes, qui discutaient de manière sérieuse parce qu'ils prenaient des journalistes et des analystes, les meilleurs parmi les journalistes qui sont absolument formidables. Ils étaient traités presque égal à égal avec un Premier ministre qui avait fait des autres études, qui était un académique, qui avait écrit des livres. Donc, il y avait une atmosphère et une sphère où le débat pouvait se pratiquer. Depuis l'arrivée de Modi, d'abord, le débat est devenu extrêmement vitupératif, c'est plein d'insultes, mais aussi sur les grandes chaînes de télévision maintenant. Étant donné que la manière de posséder les journaux sont passées entre les mains des grands amis de M. Modi et qui sont tous des grands industriels, beaucoup des grands médias ont en quelque sorte rendu l'âme. Ils ont rendu l'âme, entre autres, par conviction, parce qu'il y a beaucoup comme Arnab Goswami ou d'autres qui sont convaincus qu'il faut absolument anéantir et reconquérir le Pakistan, que le musulman et la figure du musulman est le problème principal en Inde. Et quand Jean-Luc parle des années de colonisation, c'est vrai que les Anglais sont aussi venus et ils ont colonisé l'Inde, mais les Indiens ont quand même chassé les Anglais. Ils sont partis. Tandis que les 220 millions de musulmans aujourd'hui sont considérés comme l'ennemi qui est à l'intérieur. C'est le serpent que vous avez nourri dans votre âme. Et c'est ça qu'il faut combattre. Donc, il y a de moins en moins d'espace pour les intellectuels publics. Les lois successives qui ont été passées criminalisent les critiques contre le gouvernement. Vous postez des choses sur Facebook, vous êtes accusé d'activités antiterroristes et antinationales et vous vous trouvez en prison. Un journaliste Kapan
qui est allé dans le Uttar Pradesh pour effectivement enquêter sur un cas de multiples viols, s'est trouvé en prison. Il a passé plus que 18 mois en prison, malgré tous les appels. Et c'est un système qui devient un cercle fermé. Parce que l'État vous accuse d'activités terroristes ou de blanchiment d'argent ou des crimes comme ça qui tombent sous l'acte de Unlawful Practices and Anti-Terrorism Act, qui est une loi absolument draconienne. Ils ne sont pas obligés de dire, à cause de la sécurité nationale, de quoi la personne est véritablement accusée. Donc vous êtes produit devant le magistrat qui doit décider si oui ou non il peut vous libérer sous caution. Mais comme il n'a pas le droit de regarder les charges qui pèsent contre vous, parce que, ah non, c'est haute sécurité, donc ça doit être protégé sous la loi, il dit, de toute manière, je ne peux pas vous accorder la liberté sous caution, puisque vous êtes accusé des crimes contre l'État. Et on a utilisé aussi la loi contre la sédition, qui datait de 1860. On vient de le changer, c'est la même loi, on a donné un autre nom, parce que le mot sédition devenait vraiment quelque chose pesant pour le gouvernement. Il y avait trop d'accusations. Alors, les intellectuels, la communauté académique, je le vois dans mon propre université d'Ashoka, qui a cette étiquette un petit peu d'être à gauche, d'encourager la pensée libre et la pensée critique parmi nos étudiants. On a eu un de nos dirigeants qui a été mis en prison. Comme ça, pendant 6 semaines, il a passé... quelqu'un qui est un recteur d'une université a été mis en prison parce que, soi-disant, son frère, qui avait une société, avait fait le blanchiment d'argent. Et je connais beaucoup de cas comme ça où il y a un emprisonnement arbitraire. Et vraiment, on est passé... on commence à dévier de cette voie d'un état de droit dont l'Inde est si fière, et on a toujours eu des juges qui étaient indépendants, intéressants. Madame Gandhi a déclaré d'état d'urgence parce qu'elle a été interdite et elle a été déchue de ses fonctions par un jugement de justice, chose que les gens ont oubliée. Mais de plus en plus, on voit que les juges aussi sont soumis. Dès qu'un juge commence à enquêter sur quelque chose, les luttes qui ont eu, les massacres qui ont eu après la loi sur la nationalité, cette loi très controversée, il y avait un juge qui enquêtait là-dedans. Et tout de suite, il a été muté dans un autre État, donc il a été dessaisi des affaires. Et c'est la manière de pratiquer de ce gouvernement qui vraiment cause énormément de problèmes. Je voudrais juste reprendre une petite chose sur la tenue des élections et la longueur de cette période électorale qui dure de 19 avril jusqu'au 1er juin. Donc, on va voter sur une très, très, très longue période. D'abord, c'est intéressant que les comptes des autres partis sont gelés. Et le BJP a un coffre de guerre absolument énorme. On a juste 48 heures avant les dernières dates d'élection où tout le monde doit tenir le silence ou ne pas faire campagne. Donc pendant toute cette période de 7 semaines, quand les autres n'ont pas l'argent pour faire campagne, la BJP va continuer à tenir des meetings et faire campagne. Et puis, si aujourd'hui, on ne peut pas tenir des élections pour simplement la législature sur plus que 7 semaines,
qu'est-ce que ça va être si on essaye de tenir les élections en même temps pour les 29 États et les Union Territories et la législature nationale le même jour ou sur la même période. Ça va être totalement chaotique. Donc, ce que je vois comme projet à venir, c'est de moins en moins de place pour la parole libre. Le fait que M. Modi n'a pas donné d'interview depuis qu'il est arrivé. Il vient de donner une interview à Newsweek, mais en fait, c'est un faux interview parce que c'était donné par Internet. Et après, ils ont eu 90 minutes de conversation, mais cette conversation, le journaliste n'a pas pu poser une question parce que M. Modi faisait des blagues tout le temps et flattait le journaliste tout le temps, pendant ces 90 minutes. Et c'est comme ça, en fait, on voit l'espace se rétrécir d'une manière extrêmement alarmante. Merci beaucoup. Alors, il nous reste exactement 4 minutes. Et donc, comme vous êtes 4, j'aimerais vous poser à chacun, vous demander plutôt, vous qui suivez quotidiennement la situation en Inde, de nous résumer de manière très succincte, en 60 secondes chacun, ce que vous allez particulièrement, vous, regarder, être attentif, ce à quoi vous allez être attentif le plus d'ici au 1er juin. 2 choses. Le sort réservé aux correspondants étrangers en Inde, qui sont ceux par lesquels on sait ce qui s'y passe. On vient de voir une Française, Vanessa Douniac, expulsée. D'autres sont sur la liste et vont revenir. Jusqu'où est-ce que ça va aller et jusqu'où est-ce que le point de bascule va être accepté, un camouflet, puisque c'est 3 jours avant que M. Macron soit en Inde qu'on a annoncé l'expulsion de Vanessa Douniac. Est-ce qu'on va laisser les correspondants étrangers travailler ou pas? Deuxièmement, suivre ce que va dire la diaspora. La diaspora est une chose dont on n'a pas parlé du tout et c'est devenu un objectif très important pour le gouvernement de Narendra Modi. La diaspora, c'est un pont. C'est en fait autant de têtes de pont en Angleterre, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie. C'est un levier, c'est aussi un groupe de pression qu'on utilise pour influencer les sociétés et les gouvernements de l'intérieur. Bientôt, il y aura un think tank financé par Gautam Adani avec un bureau en France, un bureau en Grande-Bretagne, un bureau aux États-Unis. Même chose. Réussir à travailler la diaspora et à travers la diaspora, travailler la société et puis influencer les gouvernements. La Grande-Bretagne est un laboratoire, en l'occurrence, les États-Unis aussi, le Canada, n'en parlons pas. Donc ça, c'est une chose que je vais suivre de près. Merci. Alors moi, sans surprise, j'ai plutôt regardé les questions de politique extérieure et comment elles continuent d'irriguer discours et débats avec ces conflits, notamment sur la question chinoise. Et même, j'ai essayé de regarder de façon un petit peu plus détaillée comment le BJP se saisit de questions de politique étrangère particulières selon les États. Parce qu'on n'a pas eu le temps de reparler, mais on évoquait tout à l'heure la quête BJP, la quête par le BJP d'États du Sud qui restent jusqu'à présent assez hermétiques à l'Hindutva. Or, précisément pour tenter de récupérer des voix au Tamil Nadu, le BJP n'a rien trouvé de mieux que d'aller dénoncer un traité qui avait été passé avec le Sri Lanka sur une toute petite île qui pourrait présenter des intérêts pour les pêcheurs tamouls. Voilà, donc voilà un cas où on se saisit d'une question de politique étrangère, on dénonce un traité pour espérer avoir des gains électoraux. C'est ça que je vais regarder peut-être plus précisément. Merci beaucoup. Jean-Luc Rassier. Moi, ce que je regarderai, au-delà bien sûr des résultats d'ensemble, c'est ce qui se passe dans certaines circonscriptions significatives, celles entre autres où il y a eu des gens qui ont retourné leur veste. Et il y en a pas mal. Or, ça pose un vrai problème. Le nombre de militants ou de professionnels de la politique du Parti du Congrès qui sont passés au BJP, ça veut dire quoi? Alors, est-ce qu'il y a vraiment des oppositions antithétiques, idéologiques fondamentales? Si c'est le cas, comment se fait-il que...
Bon, retourner sa veste, c'est pas une spécialité du monde politique indien, mais enfin. Et donc là, il y aura des circonscriptions intéressantes. Je pense à une que je connais bien, qui est celle de Pondichéry, où les deux principaux candidats, ce sera un congressiste et un ancien congressiste qui est devenu BJP. Bon, quand on regarde les résultats, ça sera intéressant de voir comment l'opinion publique se saisit de l'hégémonie du BJP ou de ce que certains appellent la fatigue démocratique. Et là, le discours de puissance de Modi joue un rôle décisif. Merci beaucoup. Vaidju, pour le mot de la fin en 60 secondes. Oui, voilà. Moi, je vais regarder, je suis en train de regarder d'ailleurs, parce que je ne suis pas convaincue de 400 sièges. Je voudrais voir jusqu'à quel point la réalité est en train de frapper les Indiens. En ce qui concerne le manque de travail pour les jeunes, il y a un chômage de 24% chez les jeunes et dans certaines poches jusqu'à 40% chez des jeunes. Les gens, oui, le discours de Hindutva a été pris et intériorisé et tout ça, mais maintenant, la limite de cette manipulation, ils arrivent, oui, ok, on a mis les musulmans à côté. Alors maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que la population va réaliser jusqu'à quel point la différence entre les riches et les pauvres s'est écartée, jusqu'à quel point les gens ont perdu un vrai pouvoir d'achat, et si la réalité va finalement frapper l'électeur indien, est-ce que l'électeur indien va encore nous réserver des surprises comme ils avaient fait en 1978-19 quand ils ont mis Madame Gandhi à la porte? Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour ces perspectives vraiment très enrichissantes. Je vous demanderai 30 secondes d'attention supplémentaire avant de vous libérer pour une courte annonce. Comme vous le savez, les mardis ont lieu chaque semaine, mais le mardi prochain est assez exceptionnel. Vous pouvez, comme vous le savez aussi, vous procurer chaque semaine les volumes papier du Grand Continent qui sont disponibles juste à la sortie. Eh bien, la semaine prochaine, nous annoncerons, et donc vous pourrez vous le procurer en avant-première, le prochain volume papier du Grand Continent, qui paraît donc le 25 avril, sous la direction de Giuliano D'Empoli, qui sera également présent mardi prochain, le 23, pour une après-midi consacrée à la présentation de ce volume, auquel vous êtes bien sûr toutes et tous conviés. Il faut évidemment s'inscrire sur le site. Mais vous pouvez d'ores et déjà précommander le volume. Merci beaucoup, merci encore. Ah oui, et je vous invite à sortir par le fond aussi, comme d'habitude. Pas de problème.